Okay. all depend what will be better. You have to go on share screens. Can you see share screens at the bottom of your screen? Yes, I can. You can click there. See that, yeah. And then you go to. Okay. Okay, so in about 5 minutes. I can't. Just to know. Sorry, I didn't get that. Hello? Industrial activities in a certain area. You will have, for instance, in the primary sectors, right? It means more production of minerals, right? Oil or gas that we have. We can establish in the same industrial zone. We can establish the food industry and so on, right? Which then will lead to a secondary sector, which includes the transformation of what is produced, of raw materials, of raw minerals, right? We can refine the oil or gas that is produced from the country, and of course manufacturing as well, right? And that will help the Congolese people. That will help the Congolese state to create or diversify a sort of Congolese middle class and entrepreneurs, right? So already we can start having that those benefits for the socially. That's help for job creations, right? That will help in terms of training of the labor force and access to electricity for millions of Congolese people, right? And the basic that we could all imagine is fiscal revenues that the industrial sector can produce. Okay, so those are the kind of benefits that will help. So we are promoting here. We are giving or we are tabling a proposal of an integrated approach. Puis-je vous demander? Because that will attract more financial institutions. Puis-je vous demander, can I ask? Yes, can I ask you to just put on the screen your presentation so that everybody could see the picture that you mentioned? Sorry for disturbing your presentation. See that? Okay. So basically, here is the picture I mentioned, right? Where we have the Inga power, right? The Inga supply. You have a sort of a transport infrastructure that is receive the energy supply from Inga, but we still have, as I mentioned, some government incentives that need to be taken care of, right? But all that actually shows an integrated approach. But this type of approach, but also for local people, it actually boosts the local industry as well. Small and medium industry, those industrial economic zones, right? And then, in conclusion, we are tabling a proposal for an integrated approach where you have the Inga Dam, right? We have the deep sea port of Banana, right? Because that's one of the key projects, right? That can be used as a pilot, right? And of course, we must always have the creation of SEZ, small special economic zones.
those are just examples where we talk about we can create one SEZ in Congo Central, one in Great Katanga, one in the Great Kasai, one in the Great Bandung, and so on. Especially the west of the DRC, up to the center of the country, can benefit from INGA if we could have an integrated solution between country to the rest of the world, even for indirect. Okay, good. Okay. When we are having financing the INGA dam, it is always good now to change our approach so that we bring that integrated approach where we present a package, right, that will make financial institutions at ease, where they can make sure, they can be sure that not only the governments, African government that will pledge to buy the electricity from produced from INGA, but also the industry, mining, oil, gas, and so on, can actually be the first beneficiary of it and pledge them to for the repayment, and at the same time that will help the economy to be what it is that it has so far. And that's why I like this conference, because who will be happy then to operate within those special economic zones. To thank you for your attention. Que si on passe au niveau d'INGA. Alors, les projets INGA pour y revenir, pourquoi est-ce qu'il est très important pour nous? Je suis en même temps vice-président de la Chambre des mines. Si nous voulons que notre industrie puisse non seulement se développer à sa juste valeur, mais en dehors de se développer à sa juste valeur, que ce soit une industrie aussi qui peut contribuer à ajouter, comme on dit chez nous, dans notre jargon, la valeur ajoutée, il est crucial effectivement qu'il soit très effectif. Rien que pour parler des besoins des miniers, nous sommes pour le moment dans une fourchette actuelle qui dépasse 1000 MW. Et en moyenne, à long terme, par rapport à tous les projets qui sont en pipeline, nous pensons que nous pouvons aller jusqu'à 3000 MW. Donc, vous comprenez que notre industrie minière, si demain INGA devient fonctionnel, c'est un projet qui va être très important. Il va nous permettre non seulement de transformer localement, mais de la transformation locale, ça pourra nous donner aussi une bonne opportunité pour voir un peu dans quel on peut aller là-bas et encourager les industries qui sont dans le secteur clé, notamment l'industrie automobile et des nouvelles technologies, de s'installer un peu chez nous. Alors, pour revenir un peu sur les éléments qui sont essentiels, c'est lesquels? Actuellement, comme vous le savez, je ne vais pas les relever, mais parce que je n'ai peut-être pas qualité, mais vous le savez très bien que l'Angola est très... L'Afrique du Sud a signé déjà, on en a parlé hier, minière pourra permettre à ce qu'on aille dans une fourchette qui va jusqu'à 3000 MW. Nous avons une mine qui pourra s'installer bientôt dans la partie est de notre pays, l'ex-province du Bas-Congo, qui va aussi consommer une bonne partie. Mais au-delà de cet aspect-là aussi, il y a aussi une entreprise qui est basée très loin en Afrique de l'Ouest, en Guinée, qui va exploiter la bauxite, qui est aussi très intéressée. Alors, je ne voudrais pas donner beaucoup plus de je laisse peut-être cette latitude à notre gouvernement. Et très clair aussi qu'il y a un autre pays de l'Afrique du Nord qui pourra peut-être être intéressé, mais pour dépendre. Donc, les projets INGA, non seulement il est extrêmement
mais aussi viable pratiquement pour toute la région, que ce soit l'Afrique centrale, avec une capacité d'aller en Égypte jusqu'à Cape Town. Je vais m'arrêter là, peut-être pour l'opportunité de donner d'autres précisions ultérieures. Merci beaucoup, John, pour la contribution. Thank you, John, for the contribution. I can see Al Kitange. Al, would you like to say something? You can definitely speak in French. Would you like to go ahead? Thank you, Al. Thanks very much. I will speak in French. It's okay. Merci beaucoup, Laure, pour la parole. Je suis particulièrement heureux de pouvoir intervenir à ce stade de discussion pour insister sur quelques éléments fondamentaux. Notre panel est en charge de tout ce qui est impact socio-économique et environnemental. Et je voudrais insister sur deux choses. La première, c'est que nous sommes dans le pays où le président Mobutu a construit Inga 1, qui est à peine 2000 mégawatts et plus, et moins de 3000 mégawatts. Et on a appelé ça éléphant blanc. Et on a appelé ça éléphant blanc simplement parce qu'il y avait un plan de production d'énergie, il n'y avait pas un plan d'utilisation d'énergie. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de pauvreté en Afrique, le commande. Par contre, il faut savoir que le projet Inga est fortement critiqué, y compris en RDC. La seule raison pour la sympathie de la population congolaise. Deuxièmement, on a des problèmes, peut-être coupe la vidéo, on t'entendra. Merci. Vas-y, je t'en prie. Peut-être on m'entend beaucoup mieux avec la vidéo. Parfait. Alors, j'étais en train de dire qu'à partir du moment où l'attractivité interne va s'arrêter, va s'augmenter, nous aurons éventuellement un arrêt au niveau de la répulsion interne et donc l'acceptabilité du projet. Alors, moi, je voudrais dire, on ne peut pas avoir un projet comme Inga et ne pas avoir un grand projet énergétique dans le pays. Ce que moi j'appelle un grand projet énergétique dans le pays, c'est un programme de consommation et d'amélioration de notre efficacité énergétique. Par exemple, mais que notre mobilité sur la route comme sur le rail soit thermique. Ça n'a aucun sens. Nous devrions avoir un plan de consommation interne d'énergie parce que, comme vous le savez très bien, plus on consomme d'énergie, plus on peut avancer. Nous devrons avoir, en parallèle avec l'énergie, un plan d'industrialisation. C'est valable pour le continent, pour le pays et c'est valable pour le continent. Sinon, nous allons avoir de l'énergie qui va être destinée à pouvoir alimenter d'autres continents et développer d'autres continents. Et le Congo a intérêt à être développé, mais son développement ne vaut rien si les autres pays autour ne sont pas développés. Il faut que nous organisions des couloirs de discussion intégrés pour que nous ne soyons pas en mesure de faire les mêmes choses dans les mêmes pays et être en mesure de se concurrencer bêtement et nous tuer les uns les autres. Il est important que nous ayons une visibilité claire. Moi, je pense que la zone de libre-échange économique continentale a comme point de départ ces grands projets énergétiques qui se trouvent être en République démocratique du Congo. Et c'est pour ça qu'au-delà de la diplomatie classique, la diplomatie économique me semble extrêmement importante et ce moment est particulièrement crucial pour que des discussions fondamentales soient en mesure de pouvoir aligner à la fois le développement énergétique, mais également avec le développement des infrastructures routières. Tout le monde sait très bien que… Madame, je voudrais intervenir. Je vous en prie, qui êtes-vous? Pouvez-vous vous présenter? Merci. Oui, c'est M. Biabia Popol. J'interviens à partir de Kinshasa dans le groupe qui donne le numéro à cette séance. C'est le groupe 6, selon l'organisation interne. Et je suis conseiller en charge d'électricité au ministère des Ressources hydrauliques et électricité. Alors, j'ai suivi avec beaucoup d'attention le professeur Chibangu. Je crois qu'il vient d'être plutôt mieux complété par M. Al Kitange, que je salue, et je partage énormément de vues avec ce qu'il vient de dire. Je vais revenir là-dessus, particulièrement en ce qui concerne certaines pesanteurs qui sont liées justement à l'insuffisance de la communication, parce que les uns et les autres ne sont pas suffisamment informés sur les
les possibilités de synergie qui se présentent autour du développement de ces lignes de transmission, ces lignes de transport qui peuvent tous partir du point Inga et se déployer dans différentes directions en fonction justement des demandes, en fonction des besoins exprimés en termes de centres de développement qui peuvent être un peu plus proches, mais pourquoi pas aussi plus lointains. Parce que lorsque l'on considère que le fait que les lignes de haute tension en courant continu de Inga, Chaba, qui ont traversé beaucoup de villages de notre pays sans pouvoir y laisser des empreintes, on considère ceci comme étant une question de management. C'est trop rapide parce que transporter autant d'énergie sur une telle distance, la technologie d'il y a 30-40 ans ne permettait pas de faire du soutirage aussi facilement que l'on peut le penser. Ce qui donne justement davantage l'intérêt à pouvoir transporter en courant alternatif plusieurs petites lignes qui peuvent partir d'un hub central, mais qui rentrent dans un schéma d'adéquation entre l'investissement que cela comporte et le retour de cet investissement grâce à l'activité qui doit être développée au bout de la ligne. Alors, je partage également le point de vue de M. Chris Tatter quant à la nécessité de développer d'autres sources alternatives. Pourquoi? Parce qu'il est peut-être plus aisé de produire de l'énergie à un endroit donné pour un besoin spécifique, limité à ce niveau-là, à un moment bien déterminé, que d'engager autant de millions dans la construction d'une ligne de transmission dont l'intérêt n'est pas immédiat. Mais je me demande si nous avions été renseignés sur le terme qu'il a développé. Je ne sens pas, je n'ai pas retrouvé cette documentation. Peut-être qu'il pourra nous aider s'il n'a pas partagé sa présentation. Parce que nous n'avions pas cela à l'écran, il pourra nous aider à le faire. Alors, à ce stade du débat, ce serait intéressant de retenir également l'intervention de M. John Kanyonyo, qui est un représentant responsable de la FEC, pour relever le fait que le plan stratégique de développement, quand bien même il existerait, on doit faire la part des choses entre le plan présenté par l'État et le plan que nous pouvons recueillir d'une mise en commun des avis des opérateurs privés et l'État. Parce que la dimension sociale dans le service public de l'électricité impose un certain standard, une certaine diligence à l'État. Mais si les opérateurs privés s'exprimaient, apportaient leur manifestation d'intérêt de manière claire et régulière à travers un créneau bien tracé, ça permettrait à tout le monde de faire une adéquation entre les deux plans. Et ceci a été rappelé par M. Kitenge, est nécessaire. J'ai voulu poser deux questions qui peuvent peut-être trouver des réponses dans ce que les uns et les autres vont donner, en rapport avec la possibilité de produire de l'hydrogène. Nous savons que certains combustibles, en particulier le gazole, sont en train de sortir de leur période de gloire et nous sommes obligés de penser à les remplacer. Et le site d'Inga a plusieurs fois été
cité comme étant un bon gisement pour la production d'hydrogène. Est-ce qu'on ne peut pas, avec la réflexion de tous, penser intégrer cela dans tous les plans de développement qui vont être développés plus tard? Et la deuxième question est relative à ce qui a été posé comme problématique par M. Chris Traeger en parlant de la conséquence d'un éventuel changement climatique qui pourrait avoir des effets de diminution du débit et de la régularité de celui-ci au niveau des rapides d'Inga dans un avenir assez proche, mais ça relève aussi la difficulté qu'il y a à tenir compte de la demande de la déviation des eaux du fleuve à partir de son affluent de l'Ubangi. C'est peut-être l'occasion de lier les deux activités. Pas seulement le changement climatique qui est à craindre, mais des conséquences qui pourraient aussi advenir de cette déviation des eaux en amont de ce site d'Inga. Nous, chercheurs et experts de la RDC, nous savons qu'il est possible d'établir des relations qui vont démontrer que c'est peut-être faisable et on peut atténuer les conséquences, ou que ce n'est pas faisable du tout. Et en ce moment-là, nous devons inscrire ça comme des recommandations à faire à notre équipe de dirigeants et éviter de réfléchir désormais à une possibilité de laisser cette discussion sur la déviation des eaux se poursuivre. Merci. Merci. De notre table, les collègues qui viennent du ministère de l'Environnement ont fait inscrire une présentation. Nous vous serons obligés de bien vouloir l'annoncer dans les instants qui vont suivre. À ce stade, je vais m'arrêter là. Merci pour votre attention. Et je vous retourne la parole, madame. Merci beaucoup. Je vois John qui souhaite prendre la parole. Je vais dire deux choses et John, vous aurez la parole. So John, you can speak. But just want to say merci beaucoup pour le conseiller. Thank you so much to the advisor. You have two questions, which I think are very, very important, and I hope we're going to give you answers to this question. I would like to, John, you're going to mention what you have to say, but I would like also to hear from Mr. Chris Tatter, because I heard twice his name, and so I would like to hear from him. And definitely Mr. Linus Mofor, if you can later on give us some comment on the environmental aspect. Go ahead, please, John, you have the floor. You can speak in French, vous pouvez parler en français. Merci. Okay. Merci, Laure. Ça tombe bien comme on va faire la transition de toutes les questions environnementales. Je voudrais juste relever quelque chose qui est très important. Chez nous, en RDC, je ne pense pas qu'il y ait un seul pays qui a le même potentiel par rapport à ce que nous appelons les énergies vertes, les énergies renouvelables. Le potentiel d'Inga lui-même est dans une fourchette déjà qui dépasse 44 000 mégawatts si on arrive à accomplir toutes les phases. Mais je voudrais dire ceci comme vice-président de l'INE aussi. Je sais que dans les années qui viennent, et ça commence déjà, ça va être très difficile pour une entreprise minière, pas seulement en RDC, en Afrique, en Europe ou en Asie. Ça sera très difficile pour une entreprise de focaliser uniquement sur des énergies qui ne sont pas renouvelables, qui sont des énergies vertes. Je vais juste insister que la RDC aussi aura une position qui est particulière, qui est aussi stratégique par rapport à cette question-là, avant peut-être qu'on puisse aborder les questions d'environnement. 44 000 mégawatts au pied, mais si on doit prendre aussi les énergies en termes d'hydro, nous avons plus de 100 000 mégawatts, sans parler de 50 000 mégawatts d'énergie solaire et éolienne. Donc, la RDC a une position stratégique. Et ça, c'est l'élément qui est important pour conserver aussi notre environnement au niveau planétaire.
Thank you for this. I've seen in the, okay, so I'm going to ask before Mr. Christater, so that he can prepare himself, Mr. Osric Tenning would like to give some comments. So please, Mr. Osric, you have the floor. Hi, good morning. Good morning, everyone. Good morning, Madam Chair. Just to English or French, whichever. Okay. Just to make some quick comments on the presentations. I think that we've talked a lot about the socioeconomic dimension of INGA. Myself, I'm Osric Tenning Fortin. I'm a Principal Environmental and Social Safeguards Officer at the African Development Bank. And I largely look after E&S aspects of our energy sector projects, especially in Central Africa. And I really wanted to good interventions from everyone else, and I wanted to make a couple of comments. I think that when we're looking at INGA and looking at the grand INGA, we really are looking at the energy output. We're looking at the project which has significant energy output. We're looking at a project which could be, if properly designed, have the best ecological performance on the continent based on where it's sitting. And also we need to look at, and I think Mr. Ali already mentioned, INGA has a lot of activism around it. And when you hear INGA, it's negative press. So we need to take stakeholders, communities, especially in DRC, along with the project. And I was quite glad to hear Mr. Ali say we shouldn't just be doing token projects for the communities around the site. We should take a much more integrated approach, which is really, really welcome. I think on the environmental side, there are a number of things that we need to consider. And I think Dr. Linus Mufo of the ECA mentioned climate studies. I think that to be able to develop INGA as the most sustainable and ecologically performing project, there is the need to look at strategic assessments. What is the water resource? What do we have? How can that last if we're going to build hydropowers? Would that last for a long time? We need to look at strategic assessments, and then based on the outcome of those assessments, determine how not just the INGA project itself, whether it's INGA 3 or up to INGA 8, would be developed, but also the other industrial projects from INGA. There is also the need to look at this more specifically in terms of the export or international transport of power. The regulatory framework, and I'm glad that the ECA has the SDG 7 initiative, and I'm looking at the regulatory framework specifically in terms of environmental and social safeguards. Regulatory framework in DRC. Does DRC have the right policies and procedures to develop these kind of projects, not just INGA, but in an integrated manner? Do they have the right policy framework within DRC and also between countries so that we can develop one project which works across the entire value chain? Also, you add to that also DFI requirements. Once we start to develop an integrated project and we start to think about investors coming in for different components, everybody comes in with specific requirements. Specifically, say we have our integrated safeguard systems at the AFDB, other DFIs have other policies. They're sometimes very similar, but different in their own right. We need to look at the policy environment within which we have the discussions around INGA and the development of INGA. I would also mention, I think when we look at I'll probably just mention some of the studies that have been done over the years on INGA. I know the first presentation we talked about INGA 1, INGA 2,
so Inga 3 to 8. I think that there is, maybe for this audience, there is the EDIRA study of 2010, which is where the discourse on Inga 3, which should bus shoot up to 8 came from. We also have the studies or TORs which are prepared in 2014 for the TA which the World Bank was meant to sponsor, which the AFDB is now looking at, which covers a number of significant studies, environmental and social studies, that need to be undertaken to develop the Inga site. And these studies cover not just ENS issues on the current Inga, so looking to the future, but also addresses the legacy issues around Inga 1 and 2, which is probably the reason why I think Ali was talking about the level of negativity around the Inga project. So there are all these studies which we will have to look at in some detail, especially but that would only be done efficiently once there is a scheme. Because right now, what I've really heard is, I've heard a lot of aspiration, vision. I've not really seen, maybe an audience, a question for the presenters, I've not really seen a scheme as yet. We've discussed intervention, we've discussed export, we've discussed internal development, but I'm still to... Je suis Monsieur Steve Lembadieto, directeur en charge de l'instruction et évaluation. Je salue vivement tous les panélistes qui nous suivent avec beaucoup d'intérêt, intervenant dans le cadre de la conférence panafricaine sur le projet Grand Inga et l'hydroélectricité en République démocratique du Congo. Notre propos va devoir s'atteler plus sur les outils de l'évaluation environnementale prévus en RDC ainsi que les exigences légales et réglementaires. Et notre intervention va prendre particulièrement quelques points. On va juste un petit peu poser le jalon sur ce que c'est l'ACE, l'Agence congolaise de l'environnement, et puis parler d'une compréhension de manière globale par rapport au processus de l'évaluation de l'impact environnemental et social, parler justement des outils et du système de gouvernance environnementale, enjeu impact majeur, et puis l'ancrage technique et légal, et puis nous allons chuter. Et parlant de l'agence, c'est une volonté de l'État congolais de vouloir créer un établissement public responsable sous tutelle du ministère de l'Environnement qui est responsable justement de l'évaluation et l'approbation de l'ensemble des études environnementales et sociales ainsi que le suivi de leur mise en œuvre. C'est un long processus, tout est parti d'une cellule environnement et puis le groupe environnemental du Congo, et puis en 2014 est venue l'Agence congolaise de l'environnement. Déjà cité à partir de la loi numéro 11 en son article 22 qui disposait en effet de pouvoir créer cette agence. Et puisqu'il est question en fait de pouvoir aborder la thématique ou les aspects liés aux impacts environnementaux et sociaux, on se pose la question d'où proviennent les impacts. Et justement, il faudrait qu'il y ait un effet ou un mobile. Les mobiles, justement, sont constitués d'un certain nombre d'opérations ou activités qui vont être posées dans un milieu récepteur. Et les milieux récepteurs, c'est la province réceptrice du projet et dans la partie concernée Inga. Et ensuite, nous avons un certain nombre d'enjeux, impacts, incidences et risques qu'il faille souligner. Et de ce risque ou de ces enjeux, il faudrait entrevoir un certain nombre de provisions.
Mais entre les opérations ou activités et les enjeux, il doit y avoir un mobile de réflexion. J'ai aimé le participant, je serai aussi en train, en même temps, de contribuer aux discussions qui viennent, que nous sommes en train de faire à la suite de différentes présentations. Il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites, notamment une analyse basée sur le variante, les solutions de rechange requises, en tenant compte justement de la dynamique technique, la dynamique scientifique, la dynamique sociale, la dynamique économique, pour que l'approche temps intégrée dont on souhaite ici puisse avoir un fondement qui est tout à fait adéquat. Et vous verrez aussi qu'il est important de souligner, un panéliste a pu souligner sur la nécessité ou de savoir le niveau d'information et de participation du public, de la population locale. Mais je vois que peut-être il y a Osric et puis Al Kitenge, donc je vais commencer par Al Kitenge puis Osric pour la réponse. I'm going to start with Al Kitenge and then Osric. The floor is yours. Al Kitenge, then Osric. Thank you very much. Back to this environmental impact and social impact on this project. I think it's very important to get people to understand that we don't have to wait until the project start explaining to the people. We know the project is coming for sure. We need to start now talking to the people and explaining what the dream is all about and what are the impacts all about and what is the cost. So while looking for the money for the feasibility study, additional feasibility studies, we need to find money to start talking to the people, to start showing them where we're going, to start investing in the social impact so that people bring less resistance to the project. It's important to understand that any change brings resistance. So my advice, and I strongly do that, is that we get started with engagement to start finding budget for it. Thank you. Osric, please. Oh, hi. Thank you, Steve. Merci pour une très belle présentation. I think that this was a very good presentation for which I picked up a number of things, which as the African Development Bank and we support, again, as I said earlier, we support a lot of energy projects across the continent, T-lines, power plants, hydros. I think that the presentation from Steve was very, very relevant to this session. And I think what it is important, and we always say as a DFI, we always say that it is important for projects to comply with national legislation. And Steve made a very beautiful, excellent presentation demonstrating the importance of projects complying with national legislation, then DFI requirements, then international best practice. I think a number of things which I picked up from his presentation, the need for community engagement. I know you talked a lot about engaging with communities. One of the things which I would probably suggest, and that goes along with what Ali has said, there needs to be a stakeholder engagement plan, which can be developed, and really the stakeholder engagement process started right away, even before we have an INGA project, because we know INGA is probably one of the projects in the world with the greatest level of activism around. And we know the issues. And these are legacy issues from INGA 1, INGA 2. I think when the AFDB did the IDERA study in 2010, these were looked at. When the World Bank tried to finance the TA, to finance the studies, terms of reference were put together to address this. We know the various meetings and engagements that the government has had with a number of stakeholders. These need to continue. And also, even by the time right now we don't have an INGA project, as I said. By the time we really develop a project, we need to start talking to communities and stakeholders within the context of a stakeholder engagement plan, where you take everyone. 71, 72, il y a très longtemps de cela.
Mais par contre, pour ce qui est des études préliminaires, la première version de INGA 3, il y a des études qui ont été menées avec la société, le bureau d'études SNC Lavalin. SNC Lavalin. Bon, c'est la première version dont avait parlé d'ailleurs le professeur Sibono, avec la possibilité d'aller à l'intérieur de la Terre faire des tunnels. Or, maintenant, le projet a évolué. Nous sommes vraiment avec les phases INGA 1, INGA 3, 4, 5, jusqu'à 7. Mais je peux revenir un peu en arrière. Nous avons eu un programme ici avec la Banque mondiale, le PNUD. Dans ce cadre-là, nous avons mené aussi des études environnementales. Et nous avons été sur le terrain avec la société, donc le bureau d'études français Sofreco. Nous avons mené ces études-là sur le terrain. Et nous avons consulté aussi le public. Nous avons parlé de tout ce qu'il y a comme problème à INGA. Et nous avons récolté aussi pas mal de données. Et ces données ont été versées aux dirigeants de INGA 3, des études de INGA 3. Donc certainement, on prendra ça en compte et on va les faire sortir quand on va publier vraiment les études proprement dites de INGA 3. Par ailleurs, je note aussi un élément, j'ai perdu de vue d'y insister. Le plan de communication et de consultation. Merci beaucoup pour cette insistance. Et ce plan-là c'est une recommandation, nous prenons ça comme une recommandation, c'est que on ne peut pas passer outre chemin. L'appropriation ou l'acceptabilité environnementale nécessite en fait tout ce facteur intégrateur. Donc, sinon, le projet ne serait pas intégré. Nous ne parlons pas de l'intégration ici seulement en termes d'approche ou en termes de technique, mais aussi en termes d'acceptabilité de l'appropriation de populations locales, des différents acteurs, parties prenantes, à quelque niveau que ce soit. La réglementation en matière de protection de l'environnement exige d'ailleurs de consultation, un plan de communication et de consultation à deux niveaux. Il y a l'enquête publique qui consacre en fait, c'est aussi une forme de consultation, mais c'est l'État lui-même qui le fait. L'État lui-même qui le fait. Il le fait à différentes couches ou catégories de personnes. Là, c'est l'initiation de l'État qui déclenche ça. Et l'exécutant sur terrain, c'est le promoteur, celui qui porte le projet qui va devoir s'exécuter pour mener à bien ces investigations sur terrain. Par contre, les consultations du public dans le sens de la réglementation voudraient que ces éléments-là soient compris de cette façon que c'est les consultants qui sont chargés de l'élaboration des différentes études qui vont descendre sur terrain avec un modèle tout à fait planifié, une catégorisation de différentes couches de la population. Ici, j'aimerais mettre à contribution au profit du panel. Nous avons pris part à une étude au niveau de la SADC où il a été question justement de pouvoir identifier des key stakeholders, donc de parties prenantes clés au projet. Il en existe lorsque on a établi une certaine échelle de valeurs. Il y a de parties prenantes ou de populations, ou sinon de parties prenantes au projet qui sont de moins intéressés, mais qui ont une grande influence sur le projet. Il y en a d'autres qui sont moins intéressés et moins d'influence. Et il y en a d'autres qui ont une haute influence et moins intéressés par le projet, et aussi l'inverse. Mais
de key stakeholder ici, c'est se révéler dans le sens de pouvoir identifier ceux-là qui ont un grand intérêt pour le projet et aussi une grande influence. Mais est-ce qu'il faudrait négliger le minoritaire? Ça, c'est aussi une approche qu'il faudrait prendre. Donc, ce projet ici se veut être intégrateur, se veut être intégré comme plusieurs panélistes l'ont souligné. Nous pensons que cette recommandation-là vaut son pesant d'or et ça sera transmis à l'équipe de coordination du projet. Merci beaucoup. Madame, you have the floor. Merci beaucoup. Alors, j'apprécie l'ensemble des commentaires qui ont été donnés. C'est vrai qu'on n'a pas entendu. Oui. Let me speak in English. I would like to thank everybody for attending this webinar. We haven't heard from everyone, but we heard about some of you. Monique Moti, you would like to have the floor, please. Monique, the floor is yours. C'est parce que dans les études stratégiques, il y a aussi une analyse de scénarii. Et le scénarii ne peut pas être basé de manière aléatoire ou fait de manière aléatoire. Donc, il s'agit justement de pouvoir prendre en compte des questions sérieuses et de l'heure, notamment les enjeux sur le changement climatique, et qu'il faille déjà, au préalable, les intégrer en amont, aux études hautes, et que la suite devrait s'ancrer sur ces études-là. Sinon, on serait en train, finalement, de faire un peu du n'importe quoi. Ça, c'est ma réflexion et je pense que ça serait tout à fait logique. Sinon, la vision tant voulue, approche intégrée, ça ne le sera pas. Merci. Merci beaucoup. Thank you very much. I want to thank all the participants to this session, which can be qualified of webinar. We were discussing today about the socioeconomic impact and environmental impact of the Grand Inga Dam hydropower project. Again, thank you for your participation. I hope that Steve will share his presentation with all the people who attend this session. J'espère que Steve, vous partagerez votre présentation avec tous les participants de cette session. Oui, ça sera fait à travers John Uchudim. Parfait. So, again, thank you all for your questions, for your comment, and for this very, very interesting session. It was, for me, a pleasure to be part of this process. And I see someone who wants to say, yes, for sure. You would have the presentation of Steve, but also the presentation of the professor, Serge, who also, you will receive that, all the participants. So I just want to thank you once again for attending this session, and we will keep in touch and concerning the project and move forward. Again, thank you.